Salut tout le monde. Si je vous dis que cette vieille Corvette C2 à moitié déglinguée a fait monter les enchères à plus de 250 000 $ et qu'elle n'a même pas atteint son prix de réserve, je suis sûr que vous n'allez pas me croire. Mais si je rajoute qu'elle a appartenu à ni plus ni moins que Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune, là, je suis sûr que vous comprenez tout de suite un petit peu mieux. Et oui, quoi de plus normal pour un ancien pilote de chasse devenu astronaute et donc fan de sensations fortes que de se faire plaisir au volant d'un tel bolide. Mais vous allez voir qu'en plus de Neil Armstrong, la Corvette a vécu une véritable histoire d'amour avec la NASA et ses astronautes. Allez, aujourd'hui je vous raconte l'histoire des Astrovettes. C'est parti! Alors avant de commencer, on n'oublie pas la petite séance de forçage, on s'abonne et on met la cloche. Parce que moi je vous vois dans les statistiques. Déjà que YouTube n'envoie pas les notifs à tout le monde, ce serait dommage de rater la prochaine vidéo juste parce que vous n'avez pas fait un petit clic. Et je vous rappelle que les vidéos, ça sort tous les jeudis à 18 h avec un short et un épisode long, une semaine sur deux. Alors Astrovette, le mot est lâché, mais de quoi est-ce qu'on parle exactement? Eh bien si vous recherchez le terme d'Astrovette sur internet, vous allez sûrement tomber sur celui qui a été utilisé par General Motors pour désigner une étude aérodynamique sur base de Chevrolet Corvette C3 convertible. En 1968, leur bureau d'études a présenté cette Corvette complètement recarrossée. Elle comportait un nez allongé, un pare-brise de roadster réduit à sa plus simple expression, des roues arrière carénées et une queue allongée et effilée dite en os de sèche. Et il y avait même des volets sur les flancs qui étaient censés s'ouvrir en cas de surpression dans le compartiment moteur, qui abritait lui un V8 7 litres de 400 chevaux. Mais sur le proto, bien sûr, il n'était là que pour faire de la figuration, parce qu'il n'avait rien de fonctionnel. Bien sûr, il ne s'agissait là que d'une étude de style qui n'a servi qu'à donner envie à de futurs clients. Par contre, le terme d'Astrovette, lui, était une référence à un épisode glorieux de la marque. Et tout a commencé grâce à Alan Shepard en 1954. Celui qui sera bientôt le premier Américain à voyager dans l'espace a toujours été un grand fan de Chevrolet Corvette, puisqu'il s'était déjà acheté sa première Corvette d'occasion en 1954 alors qu'il était encore pilote dans la Navy. C'est 5 ans plus tard seulement, alors qu'il vient d'être choisi par la NASA pour intégrer le programme Mercury, qu'il va s'en offrir une autre, encore d'occasion, et c'est aussi à ce moment-là qu'il va faire la rencontre de l'ingénieur de General Motors, Zora Arkus Duntov. Et c'est donc après le premier vol dans l'espace de Shepard que Arkus Duntov va avoir là une belle opportunité. En profitant de la toute nouvelle notoriété de l'astronaute et de son amour pour les Corvettes, il va proposer à la direction de General Motors de lui en donner une toute neuve, une Corvette 62. Et bien que ce ne soit pas dans les habitudes de la marque d'offrir des véhicules comme ça, elle a quand même accepté. Et c'est même Ed Cole, le président de General Motors lui-même, qui lui remettra les clés de sa voiture devant le dôme du General Motors Design Center. Et bien sûr, il en profitera pour immortaliser l'événement et en faire une bonne couverture médiatique. Mais bon, ça, on va dire que c'est de bonne guerre. Bah oui, ça aurait vraiment été trop con de se priver d'une publicité pareille, non? Et à partir de ce moment-là, on va voir de plus en plus d'astronautes rouler en Corvette. General Motors va même mettre en place un partenariat avec la NASA, en proposant des véhicules de la marque à des tarifs préférentiels pour son personnel. Les employés auront donc droit à des remises sur des familiales, les ingénieurs sur des Chevelles qui représentaient en gros le milieu de la gamme, et bien sûr les astronautes, eux, auront droit à des bonnes remises sur leur Corvette bien sûr. Car oui, contrairement à ce qu'on peut penser, les astronautes étaient peut-être de véritables stars, suffisamment fous pour monter à bord de pétards de plusieurs centaines de tonnes prêts à leur péter à la gueule, mais ils avaient quand même gardé leur paye d'officier de la Navy, ni plus ni moins. Et donc une chose est sûre, ils ne faisaient pas ça pour l'argent. Mais si l'ingénieur de General Motors avait eu une bonne idée, c'est Jim Ratman lui-même qui va avoir la meilleure. Cet ancien pilote de course qui avait gagné les 500 miles d'Indianapolis était aussi le propriétaire de la concession Chevrolet du coin. Et lui, il va carrément proposer aux astronautes une formule de leasing à $1 la première année. Et au bout de cette première année, les astronautes pouvaient soit racheter leur voiture à un prix défiant toute concurrence, soit la rendre et repartir pour un an avec un tout nouveau modèle, à $1 encore. Alors autant vous dire qu'ils repartaient tous avec leur nouveau modèle, et pendant ce temps-là, lui, Ratman, se faisait des couilles en or en revendant les voitures des astronautes au meilleur prix à des fans de la NASA. Bah oui, à cette époque-là, tout le monde rêvait d'être astronaute, et pour avoir la panoplie complète, il vous fallait des Ray-Ban, une chemise sport Banlon, une montre Omega Speedmaster, et bien sûr, une Corvette. Et si en plus, c'était une Corvette qui avait appartenu à un astronaute, là, vous étiez le boss du quartier. Et à partir de ce moment-là, au portail de Cap Canaveral, c'était devenu un véritable balai de Corvettes qui ne faisait que rentrer et sortir. Un ancien employé de la NASA se souvient même avoir marché jusqu'à la cafétéria sous le soleil de la Floride. Et il raconte: le parking était plein de Corvettes, ça ressemblait presque à un concessionnaire Chevrolet. On y était tellement habitué que je n'ai jamais pensé à en prendre une photo. Eh bien, qu'est-ce que je regrette ça maintenant.
Enfin, ce qui va définitivement planter le clou, c'est quand l'équipage d'Apollo 12 va être enfin désigné. Les 3 astronautes étaient déjà des amis de longue date, puisque Dick Gordon et Pete Conrad partageaient déjà la même cabine à bord du porte-avions USS Ranger, et que Albin avait été l'élève de Conrad lorsqu'il était instructeur à l'école de pilotage. Ils vont donc décider de se commander 3 corvettes identiques et de les personnaliser pour en faire des modèles uniques, et qu'on comprenne bien qu'ils formaient un véritable équipage, des fois qu'on n'aurait pas encore bien compris. Elles vont donc toutes les 3 arborer une peinture bicolore, avec une majeure partie dorée qui fait référence à la couleur des films de protection du module lunaire, et un arrière noir comme les tuyaux des réacteurs de la fusée Saturne V. Le seul moyen de les différencier était de lire la plaque tricolore à l'avant du véhicule qui portait les initiales de leur titre et fonction dans la mission Apollo 12. CDR Commander pour Conrad, CMP Command Module Pilot pour Gordon et LMP Lunar Module Pilot pour Bean. Avouez, c'était quand même la classe, non? Et là encore, General Motors va se faire un gros coup de pub en s'offrant carrément un reportage photo dans le Life magazine. Et ça va marcher. Très bien marcher même, voire trop bien marcher. Le succès de ce coup marketing va être tel que Chevrolet va être complètement débordé de commandes et les clients auront jusqu'à 2 ans d'attente pour recevoir enfin leur bagnole. Mais à la suite de la mission Apollo 13, qui sera qualifiée d'échec réussi, General Motors va progressivement se retirer de cet accord, car il ne voulait pas être taxé d'opportunisme. Ah oui, c'est pas terrible d'être la boîte qui se fait de la pub en profitant de la notoriété d'hommes qui risquaient leur vie à chaque mission et qui même pour certains en sont morts. Mais en 1971, juste avant la fin du contrat de leasing à 1$, Rathmann va réussir un dernier coup avec l'équipage d'Apollo 15. Cette fois-ci, les 3 astronautes d'Apollo 15 vont avoir droit à des corvettes assorties, une rouge pour Jimmy Irwin, une blanche pour Hal Worden et une bleue pour Dave Scott, chacune parcourue par des bandes tricolores à l'image du drapeau américain. Et sur ce coup-là, il aurait été difficile à General Motors de dire non, car c'est cette mission qui sera la première à emporter avec elle un rover lunaire. Et on peut dire que ce rover, fabriqué par Boeing, possédait quelques gènes de Corvette, puisque c'est General Motors qui avait fourni les roues, les suspensions et même les moteurs. Ces 3 corvettes seront les dernières astrovettes du programme de leasing à 1$, mais les corvettes auront tellement été présentes à Cap Canaveral qu'en 1967, des membres du personnel vont fonder le CKCC, le Cap Kennedy Corvette Club. Et ce qui était au départ qu'un club de passionnés de corvettes va devenir au fil des ans un incontournable du coin qui organise des œuvres caritatives plusieurs fois par an et des événements commémoratifs en l'honneur de la NASA et de ses astronautes bien sûr. Et c'est comme ça qu'en 2011, pour fêter les 50 ans du premier vol d'un Américain dans l'espace, ils vont organiser une parade le long de la plage de Cocoa Beach, la même où les astronautes avaient pris l'habitude de se tirer la bourre avec leur bolide et où les gens se regroupaient pour assister au décollage de fusées. Pour l'occasion, ils vont inviter une douzaine d'astronautes qui défileront tous dans une corvette correspondant à l'époque de leur vol. Et le top départ du cortège sera donné à 9h34, heure exacte où Shepard a pris son envol. Bien sûr, ces voitures ne sont pas les astrovettes originales, mais pourtant un homme s'est donné pour mission d'en retrouver un maximum. C'est le collectionneur texan Danny Reed. Tout a commencé quand il a repéré la voiture d'Alan Bean chez un concessionnaire General Motors à Austin en 1971. Une fois la première achetée, il s'est mis en tête de les rassembler toutes, les 3 noirs et or, et de retrouver en plus les 3 autres, bleu, blanc et rouge. Et le gars, c'est un véritable acharné, parce qu'il va lui falloir pas moins de 46 ans de recherche pour localiser la blanche de Hal Worden en état sortie de grange, puisqu'elle traînait dans un vieux terrain de camping depuis des années. Et quand l'acharnement ne suffit plus, eh bien c'est la chance qui s'invite, puisqu'en 2018, Danny Reed va être contacté par une personne lui demandant carrément s'il serait intéressé pour en acheter une autre. Après presque un an d'échange et de vérification, c'est avec la certitude que la Corvette est bien celle de Dave Scott que Reed va pouvoir ajouter la bleue à sa collection. Aujourd'hui, elles sont toutes les 3 exposées au Musée national de la Corvette dans une exposition intitulée « De la station-service à la station spatiale ». Enfin, la Corvette de Hal Bean a été exposée à Washington en 2020 après avoir reçu un titre prestigieux, celui de première Corvette inscrite au registre national des véhicules historiques, en compagnie par exemple des Ford T, du Futureliner ou encore de la DeLorean DMC-12. Enfin, je ne pouvais pas finir cet épisode sur les astrovettes sans faire un petit clin d'œil à leur grand frère, l'Astrovan. L'Astrovan, c'est ce moteur-homme Airstream qui est utilisé depuis 1984 pour transporter les astronautes du centre spatial au pas de tir des fusées. Un petit trajet de 15 km environ, une petite vingtaine de minutes, qui ont marqué tous les astronautes faisant leur dernier roulage sur Terre avant leur décollage. En 2021, un appel d'offres a été lancé pour le remplacer, et 3 options se présentent. Soit en construire un nouveau à partir d'une feuille blanche, soit en modifier un véhicule déjà existant, soit rénover le vieux Airstream. Tout ça en faisant référence bien sûr aux futures missions Artemis qui doivent renvoyer l'homme vers notre satellite. Et devinez où est la préférence des astronautes? Bah oui, évidemment à la restauration.
Alors croisons les doigts pour qu'ils obtiennent gain de cause, ça aura toujours plus de gueule que les Tesla Model Y qui emmènent les astronautes vers les capsules Crew Dragon de SpaceX. Mais je pense aussi qu'il y a là une question de respect des traditions, et je sais que les traditions sont très importantes dans ce milieu, et même souvent liées à une forme de superstition. Alors en attendant de savoir qui aura gain de cause, retrouvez-moi ici bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera encore et toujours auto et aéro. Tchuss!